Pierre-Yves Rougeron, bonsoir. Bonsoir. Nous vous retrouvons pour ce nouvel grand entretien du mois de juin et juillet. Oui, avec une petite particularité. Oui, nous vous retrouvons dans des conditions un petit peu particulières. Est-ce que vous voulez en dire un mot très rapidement ? C'est notre premier entretien enregistré en public. Nous tentons un nouveau type de l'expérience de 1000 grammes. Donc il y aura 51% de oui à la fin et 49% de fusillés. Voilà. Ce qu'on appelle aussi un référendum communautaire. Très bien, pour ce qui est du programme général, ça ne change pas d'habitude. Alors vous pouvez continuer et commencer tout de suite avec les actualités du cercle. Alors, nous sommes la dernière séance de l'année, donc l'actualité, ça va être court. Nous avons 2 grandes publications qui sont d'ailleurs à votre disposition, qui sont le dernier numéro de Perspectives Libres sur les France-Algérie vers une réconciliation. Mon équipe a voulu prendre date. Vous le savez, la situation de l'Algérie est extrêmement difficile. Nous avons voulu, sans ingérence aucune, établir un dialogue avec quelques intellectuels algériens qui, malheureusement, se sont tous retirés du projet en cours. C'est pour ça que ce numéro a pris beaucoup de retard, parce que, disons qu'aujourd'hui, à Alger, rater une marche est quelque chose de tout à fait possible. Les escaliers sont mal entretenus. Disons ça comme ça. L'Algérie dans une période de transition qui peut être extrêmement dangereuse, qui peut même aller jusqu'à un effondrement. Et nous avons préféré à la fois tendre la main à une partie d'intellectuels algériens et deuxièmement, essayer de rétablir quelques vérités pour les nôtres parce que nous le voulions ou non, nous serons en face du sujet Algérie dans les années à venir et que nous le voulions ou non, il est beaucoup plus utile d'aider à la constitution de gardes-frontières entraînés dans le sud du Sahara que de payer à prix d'or ce que nous faisons. Il y a le dernier rapport, je vous renvoie au dernier rapport écrit par Ilyes Zahouri sur l'aide au développement en France, où vous apprenez que ce ne sont pas des pays francophones qui touchent l'aide au développement majoritaire de la France, mais des pays d'Europe de l'Est. Magnifique. Ce qui veut dire que nous payons des gardes-frontières lettons qui rêvent d'aller chercher l'ours russe pour pouvoir tester la viabilité de l'article 5 de l'Alliance otanienne. Je leur dis par avance, c'est un article 5 en chocolat. C'est une levée de banc seigneuriale, c'est-à-dire que le maître appelle ses vassaux. Quand les vassaux sont dans la merde, eh bien, rappelez-vous de ce que l'Angleterre a vécu face à l'Argentine. Elle a pris 2 exocètes dans la gueule et à aucun moment, le maître américain n'a répondu à l'activation de l'Alliance. Pourquoi ? Parce que c'est les laquais qui se déplacent dans un monde qui fonctionne bien. Donc, il faut être clair qu'à ce niveau-là, comme sur d'autres, nous marchons sur la tête. Ensuite, qu'il y ait des problèmes mémoriels entre nous et les Algériens, c'est certain. Mais comme disait Pierre Mendès France, les hommes passent, les réalités nationales demeurent. C'est à cette aune que nous avons écrit ce numéro, qui compte d'ailleurs d'autres types d'interventions. Vous avez une intervention de Nicolas Klein sur les écarts de richesse entre les régions espagnoles et leur implication politique. Vous avez une introduction au volet bancaire de l'œuvre de l'économiste Minsky, qui n'est pas assez connu en France, et quelques autres joyeusetés de ce type-là. Deuxième chose, nous avons le bluff écologique d'Alex Monjoie. Alors, qui est Alex Monjoie ? Je vous dirais que c'est un personnage de western corse. Parce qu'il écrit un peu comme au western, hein, je vous le dis tout de suite, mais par contre, c'est quelqu'un qui est versé dans l'étude des accords internationaux et de leur, soubassement. Et qui a écrit sur les accords écologiques et sur leur arrière-fond business et puissance. C'est extrêmement intéressant. C'est écrit de manière très particulière, j'irais même pas une écriture virile, j'irais une écriture un peu brute. Mais sincèrement, le personnage est assez bluffant par les sources qu'il arrive à trouver. Disons que c'est un des hommes les plus intéressants de la galaxie de l'intelligence économique. Certains d'entre vous l'ont déjà rencontré ici, vu qu'il était venu parler des dispositions juridiques du traité transatlantique.
sur lequel il avait publié un ouvrage aux éditions Astrée chez notre ami Gadal. Donc voilà, mis à part ça, tout le reste ce sera à la rentrée, hein, vous attendrez l'entretien de rentrée. Hein, D'ici là, mes équipes vont pioncer. J'espère que beaucoup d'entre vous pourront profiter de l'été pour lire, pour les petits lecteurs, l'ouvrage d'Ortega y Gasset sur Après Galilée, donc sur l'étude de la modernité, ou pour les gros lecteurs, le Prévé, 500 pages de philosophie pure, hein, parfait pour bronzer cet été. Voilà. Parfait, bien nous commençons avec les questions de politique intérieure. Et on vous demande d'abord ce que vous pensez de l'inauguration de l'école de Marion Maréchal, qui ouvre une école de sciences politiques. Alors, premièrement, nul ne peut évaluer une école avant sa première promo. Ce qui compte dans une école privée de 3e cycle, c'est le taux de placement. Donc ça, on ne pourra pas avoir un avis précis là-dessus avant le mois de juin de l'année prochaine. Juin, juillet, août. Bon. Ensuite, cette école, la seule chose qui est réellement intéressante dedans, c'est le conseil scientifique. Donc théoriquement, c'est l'école dite de toutes les droites. Déjà, il manque les souverainistes. De droite, déjà. Parce que ce qui s'en rapproche le plus, c'est Patrick Louis, donc, qui est l'ancien porte-flingue de Philippe de Villiers. Donc vous avez des gens comme Jacques de Guibon ou Thibault Collin qui représentent les cathos, et Guillaume Drago qui représente la Manif pour tous. Pascal Gauchon qui représente la droite dure européiste, qui est aussi lui un spécialiste de l'enseignement du supérieur, hein, vu que c'était le patron de la collection Major au PUF et le patron d'IPSUP. Vous avez 2 représentants américains, donc le représentant de Breitbart Londres qui est un des lieutenants de Bannon, qui est jeune et arabo-musulman, ce qui peut aider à beaucoup de choses. Et vous avez mon ami Paul Gottfried, vu que c'est mon équipe qui le traduit en France, qui suit ça de loin et qui d'ailleurs est entré dans le projet à la demande de Bannon. Vous avez un Russe spécialiste du Premier Empire, dont personne d'ailleurs connaît réellement la trace, qui n'a pas écrit depuis une dizaine d'années à peu près. Bon, ce qui doit être un peu, disons, la caution Chapka, au cas où il y aurait besoin d'un Russe dans l'affaire. Et donc, si vous voulez, vous n'avez pas, disons, vous n'avez pas de souverainiste raide. C'est pas une critique, c'est une observation. Hein. Donc voilà. Vous avez Marie-Adeline qui représente les royalistes. Bon, pourquoi pas. Disons que c'est une école qui semble jouer, en tout cas par son conseil scientifique, vraiment la carte idéologique. Je ne dis pas que ce n'est pas courageux, je dis que c'est très risqué par rapport au positionnement des écoles de 3e cycle, qui à la base, je le rappelle, devait être une école de commerce, qui n'a pas pu l'être et qui est devenue une école de sciences politiques. Donc, question, la viabilité du projet, c'est simple, il faut que ça tienne 3 ans avant d'avoir l'habilitation d'État. Or, qu'observe-t-on ? On observe que pendant ce temps-là, presque toutes les semaines, on nous sort un sondage sur la crédibilité de Marion Maréchal, alors qu'elle est théoriquement directrice d'école. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas un sondage sur la crédibilité comme chef d'État de Christian Arbulot, lui-même directeur d'école, d'enseignement du 3e cycle. Bon. Pas plus que Guillaume Bigot à l'IPAG ou d'autres. Bon. Donc, il y a une volonté du pouvoir de substituer une ancienne opposition contrôlée par une nouvelle, vu que l'ancienne opposition contrôlée va avoir quelques problèmes, et ceux qui ne me croient pas peuvent ouvrir leur fil actualité d'hier soir pour voir que, a priori, il y a une saisie conservatoire de près de 2 millions d'euros à la demande du Parlement européen et actée par les juges, dont un homme sur lequel... Et quoi qu'on pense du syndicat de la magistrature, et vous imaginez bien que j'en pense au plus grand mal, mais accuser la probité du juge Renaud Van Rymbeck, je pense que c'est un peu compliqué eu égard à ses états de service. Ensuite, je rappelle une chose. Le juge Van Rymbeck a été au syndicat de la magistrature. Je rappelle que le syndicat de la magistrature est une structure qui a beaucoup évolué. Je vous rappelle que le juge Thierry Jean-Pierre, juge de droite s'il en fut, était lui-même au syndicat de la magistrature en même moment que Van Rymbeck dans les années 80-90. Pour une raison, c'est qu'il fallait sortir la figure du juge d'instruction de la tutelle politique. Vous me direz, tomber de Charib en Silla, pourquoi pas ? Bon.
mais c'était déjà un syndicat de la magistrature qui était entièrement bouffé au mythe, mais c'était pas encore le mur des cons. Et c'était pas encore le... Je vous rappelle que la présidente actuelle du syndicat de la magistrature a fait un colloque qui, je crois, était à Paris 8 Vincennes, sur les violences policières, avec des représentants, disons, de ce qu'on pourrait appeler les chances pour la France. Jean Youssef, import-export, dealer de son État. Mais ça, c'est patron du syndicat de la magistrature aujourd'hui. C'était encore impensable il y a quelques années. C'est l'avantage d'ailleurs de la notion de décadence rapide. C'est qu'on arrive très rapidement à des choses très spectaculaires. Je crois qu'on va en reparler bientôt sur un commentaire sur une soirée fil de pêche gigot qui a eu lieu à l'Élysée il n'y a pas longtemps, et qui était a priori du plus grand cru. Oui, avant d'en arriver là, on vous demande ce qui se passe au niveau de la préparation pour les européennes, au niveau de la France Insoumise notamment. Alors la France Insoumise, là on va être témoin d'un ratage en direct, c'est-à-dire que dans l'état de décrépitude actuel, Jean-Luc Mélenchon avait un choix. C'est-à-dire enfin trancher le nœud gordien pour faire un parti populiste socialisant. Bon. En envoyant ses souverainistes, il aurait pu damer le pion à la fois à la branche, disons, la plus à gauche du camp souverainiste pour l'instant, qui est Florian Philippot. Il aurait pu répondre par au projet de Nicolas Dupont-Aignan et profiter de la relative décrue du Front National. Il a décidé de ne pas le faire parce qu'il refuse de trancher entre ses équipes. Résultat, ces souverainistes sont soit en position chancelante, c'est-à-dire éligibles mais en danger, et ceux qui sont sûrs d'être élus sont les permanents du parti, donc on va faire bouffer la boutique, et le nouvel idéologue de l'Alliance avec les chances pour la France, Thomas Guénolé. Alors, qui est Thomas Guénolé ? Alors, sur l'Union européenne, il a travaillé. Il est plus qu'il était il y a 2 ans, mais vous me direz, il y a 2 ans, il n'était pas grand-chose. Donc, Thomas Guénolé, c'est un gauchiste de sacristie. Ça sent le gauchiste breton. Ça, c'est du gauchiste élevé à l'eau bénite. Goliath, chrétien de gauche, donc misérabiliste, affection pour les chances pour la France. Et attention, je ne parle pas de la banlieue. Là, je parle du lumpenprolétariat, je parle de la délinquance. Or, Thomas Guénolé, rappelez-vous, c'était celui qui disait que les flics sont méchants, ils tabassent dans les arrière-salles de commissariat, c'était le grand passionnariat de l'affaire Théo, rappelez-vous, de ce bâton de police aux entrées mystérieuses. Et donc, le brave Thomas Guénolé, qui a repris du service pendant les événements de Nantes, lui, il est sûr d'être élu. Pendant ce temps-là, les souverainistes de la France Insoumise, pas sûrs. Les gauchistes non plus. C'est-à-dire le courant Obono-Clémentin-Hautaine se fait discret. Ça prouve une chose, c'est que Mélenchon n'a toujours pas choisi d'arbitrer, donc c'est très simple. Il pouvait vivre en tant que leader populiste, il mourra à gauche, c'est pas grave. Le cercueil de chevènement sera bientôt disponible, donc il ira s'allonger dedans et puis terminé. Et après, je vous fais la suite. Son dernier tour, c'est 2022, donc des gens bien intentionnés vont bourrer le mou de quelqu'un de son entourage, qui pourrait être François Ruffin, par exemple, cet homme qui prend si bien la lumière. Ce fils de grand bourgeois tellement complexé de son état, qui pourrait si aisément trahir son patron. Vous la voyez monter, la mayonnaise. Bon. Alors, ensuite, si vous voulez, la loyauté mélenchonienne irait vers Corbière. Donc déjà, on descend d'un étage tout de même. Méluche et Corbière. On descend d'un étage, et la France Insoumise se dissout en tant que nébuleuse. Chacun retourne à ses occupations, et donc vous avez la remontée du facteur à moumoute, vous avez le retour de différents organismes gauchistes, et tout le reste, à commencer par Clémentin-Hautaine et Obono, iront dans les puces d'Olivier Faure et de ce qui restera du Parti Socialiste, qui lui-même ira dans les poils du chien en marche. Fin de l'histoire. Mélenchon est passé à côté de son destin historique, là, selon vous. Un homme se révèle face à des événements, donc enterrer un homme de cette stature, je ne m'y risquerai pas. Toutefois, il s'enterre tout seul, pour l'instant.
Il s'enterre tout seul parce qu'il refuse de choisir, il refuse de tuer le gauchiste qu'il était à 20 ans. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il faut revoir l'ouvrage que vous devez tous lire là-dessus, c'est Aurélien Bernier, La gauche radicale et ses tabous. Pourquoi le Front de gauche ne battra pas le Front national? Tout est dedans. Mélenchon a refusé, enfin Mélenchon a déjà fait des pas. Sur l'Union européenne, il a fait des pas, pas de grands pas, mais de petits pas. Sur les relations internationales, là, il n'y a pas eu grand-chose à lui apprendre. Mais par exemple, il ne veut pas ouvrir le dossier de l'immigration pour ne pas tuer le gauchiste qu'il était, et autant lui qui s'est réconcilié en partie avec l'armée, refuse de se réconcilier avec nos forces de sécurité intérieure, alors qu'il avait le programme technique qui a le plus plu à la branche, disons, répressive des criminologues. Parce que quand vous avez les compliments publics de Bauer et de Hofer, on n'est quand même pas à la gauchiste académie. Bon, mais c'est pas grave. Il ne veut pas le faire parce qu'il croit, et ça c'est vraiment l'influence des chrétiens de gauche, il croit que le lumpen va lui donner des voix, donc il fait le même constat, enfin le même pari que le facteur à Moumout. Rappelez-vous, Besancenot, avant les CPF, c'était 5%, après c'est 2,5%. Et ben voilà, mais Mélenchon s'enterre tout seul. Bon, c'est bien triste, mais d'un côté, il y a toute une galaxie aujourd'hui que nous ne devons pas méconnaître. Disons, d'initiatives qui appartiennent à ce vaste courant néo-socialisant. Bon, je laisse de côté les fils à papa qui vont au Black Bloc et les crasseux qui vont aux Antifa. Bon, c'est ce qu'on appelle les autonomes, les totos, c'est-à-dire ceux qui ne croient ni en Karl Marx ni dans les règles de base de l'hygiène. Bon, fort bien. Mais ça de côté. Vous avez tout ce qui est les écologistes de terrain, qui ne sont pas uniquement les lobbies Notre-Dame-des-Landes, chevelus, etc., qui sont des milliers d'AMAP, d'associations partout sur le territoire. Ce n'est pas un monde, j'en ai pu en rencontrer au Parlement européen, des gens qui maîtrisaient leur dossier, qui n'étaient pas très loin de penser comme nous pour beaucoup, mais qui vivent en dehors d'un système qu'ils méprisent. Ce n'est pas un courant d'opinion à mésestimer. Vous avez toute cette pensée, disons, néo-chevènementiste, qui s'incarne particulièrement chez des élèves de Jacques Sapir, qui nous servira dans le futur. Donc, si vous voulez, il y aura quand même une trace de tout ça. Mais Mélenchon aurait pu, et là, il aurait fait sauter tout le camp national, prendre une posture populiste de gauche, il a refusé de le faire. Bon, bah tant pis. Par contre, ce n'est pas dans son entourage que ça viendra. Parce que, si vous voulez... Alexis Corbière, petit père du peuple, j'ai vraiment du mal. Aussi. Merci. Alors on va ouvrir une petite page chronique de la soumission, en 3 points. Vous avez déjà esquissé le sujet tout à l'heure, au niveau de la soirée assez folklorique qui a eu lieu à l'Élysée récemment. Je crois que c'était la fête de la musique. Voilà. Ça a été la fête de quelque chose, ça c'est sûr. Plusieurs sans doute. Donc voilà, parfum de décadence avancée ou gros coup de communication. Alors, je vous répondrai coup de com' évidemment parce qu'on est chez Macron, mais également malheureusement la trace d'une tare, et là j'emploie le terme tare au sens 19e du terme, c'est-à-dire quelque chose qui vient de loin et qui est un dysfonctionnement qui revient de manière récurrente, d'où le terme taré. Qui est inhérent à une partie de la bourgeoisie française. Je m'explique. Ça, c'est une hypothèse historique qui vaut ce qu'elle vaut, qui peut être critiquée, qui peut être à creuser. Les pays d'Europe de l'Ouest, parce qu'ils sont passés progressivement d'un ordre féodal à un ordre bourgeois par l'intermédiaire, entre autres, de l'État qui a beaucoup joué la liberté des villes contre les anciens féodaux, a vu sa classe bourgeoise s'adapter différemment à l'identité propre du pays. Une classe bourgeoise qui a plutôt bien réussi, c'est la classe bourgeoise anglaise, qui est entrée dans les codes de l'ancienne aristocratie, qui en a pris la place, et qui en prenant la place des grands propriétaires terriens. L'Italie est restée Le système bourgeois s'est inclus dans le système féodal et dans le système des cités. Pour la France, il ne faut pas oublier que c'est l'État qui a d'abord insufflé une bonne partie de l'identité des gens des bourgs, premièrement. Ensuite, ce qui a servi, il y a eu 2 grands phénomènes historiques qui ont servi d'identité à la bourgeoisie française. La Révolution,
la classe révolutionnaire, et la classe industrielle. Il y a eu un très bon bouquin sur la religion industrielle, qui est paru chez Fayard il y a 1 an à peu près. Ces 2 mythes-là sont des mythes qui sont peut-être pas morts, mais qui ont lourdement pâli. Or, que sont-ils devenus ? Ils sont devenus, dans toute une part de la bourgeoisie éduquée, un culte du nouveau et un culte de la transgression, qui sont au passage 2 cultes adolescents, donc des cultes régressifs. Et d'un côté, cette manière de vouloir choquer le populo, comme à une époque on choquait le bourgeois. Ou alors Macron est tout seul, n'a plus de conseiller en communication, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a dû lui dire, dans la Bretagne profonde, dans le Gers profond, les gogo danseurs ont filé à gigot, ça va peut-être pas passer tout de suite, surtout dans la cour de l'Élysée. Parce que d'un côté, Onfray l'a très bien dit, hein. Quand on danse sur je me fais sucer la bite et assis-toi salope, on peut se faire appeler Manu, hein. Oui, c'est pas un drame. Sur le perron de l'Élysée, ça fait quand même beaucoup. Il y a bien sûr l'appel aux minorités, ce qui ne fait que souligner l'identité profonde de Macron, qui est une identité clintonienne et obamanienne. C'était quoi Barack Obama ? C'était le candidat des inclus et des minorités coalisées. C'est le moule du clintonisme. C'est ce qu'entend faire Emmanuel Macron, avec d'ailleurs une communication, là pour le coup, à coups de marteau. C'est quoi le t-shirt élégiaque là, qui était porté par le maître de cérémonie là ? Fils d'immigrés, noirs et PD. Oui, parce que 3 tours au discriminomètre, ça fait déjà beaucoup. C'est un score, hein, quand tu veux pas avoir d'emmerde. Non mais, non mais c'est vrai. Imaginez ce que c'est pour nos compatriotes l'assignation à résidence communautaire, l'assignation à résidence sexuelle. Parce que je veux pas être, sans plus de vulgarité de ça, mais le vrai, c'est pas un état civil. Vous comprenez ça ? Donc si vous voulez, à un moment, on ne peut pas non plus... Soit le pays est mort et on acte une sorte de pré-guerre civile de communauté, et d'un côté, c'est le message terrible, et je suis même pas sûr qu'ils se rendent compte de ce qu'il envoie. Parce que je pense que les équipes d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron sont aujourd'hui des gens qui savent qu'il est en train de dévisser, qui sont de moins en moins nombreux, ça nous le savons par voie de presse, et qui sont au stade d'adoration de leur patron juste avant de se manger les rochers. C'est-à-dire, ô mon Manu, ô mon beau chanoine, non mais si tu veux, il n'y a plus, je pense, de conseillers dans la... Non mais ça doit être ça, mon beau chanoine. Il n'y a plus, bah si, les chanoines de la tranche, qu'à preuve du contraire, dans une république laïque, fin de la parenthèse. Mais il n'y a plus, je pense, de superstructure, et dans la superstructure, quelqu'un capable de lui dire, Monsieur le Président, c'est pour ça d'ailleurs, Monsieur le Président, ça va mal aller, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait tenir ce discours-là, si vous avez vu les papiers il y a quelques jours, par des outsiders de l'oligarchie, c'est-à-dire des ménates, Alain Minc. Alors, au passage, très mauvais plan de faire tenir un discours de vérité par Alain Minc. Non mais très mauvais plan. Non mais de faire tenir ça par une boussole sud, non mais personne ne va y croire. Donc, alors, avant de dire qu'il y aura des révoltes, mais par contre, bien plus que Alain Minc, qui est quand même quelqu'un, le temps qu'il est, l'heure qu'il fait, ou vice-versa, même ça, je lui demande pas, de peur. Mais par contre, M. Pascal Blanchard, qui s'est fait beaucoup plus discret. Vous voyez qui est Pascal Blanchard ? Chef économiste du FMI. Alors, vous me direz, FMI, c'est quelqu'un quand même qui a un passif en termes d'échec de l'expertocratie. Néanmoins, quand il fait un communiqué en disant que les taux d'inégalité vont conduire mécaniquement à des affrontements violents, j'aurais tendance à le dire parce que Blanchard est quelqu'un qui part d'un fondamentalisme économique qui s'est heurté à l'échec majeur du FMI, qui est l'échec sur la Russie. Et je sais par exemple que c'est quelqu'un qui a beaucoup ferraillé face à Jacques Sapir à une certaine époque. Donc c'est quelqu'un qui, à défaut d'avoir pris du plomb dans l'aile, en a au moins pris dans la gueule. Parce que contre Jacques, il n'a pas dû gagner. Mais on fait dire ça par les ménates parce qu'il n'y a plus de tête politique autour du président. Il y a un directeur de cabinet qui est M. Édouard Philippe,
qui en plus est très occupé en ce moment, vu qu'il doit aider son ancien protégé, là, le troubadour élégiaque Médine. C'est le sujet suivant. Et de l'autre côté, vous avez une collection de représentants de lobby, à commencer par la ministre de la Santé, et quelques autres, qui sont incapables de dire au président, et qui ont été choisis pour ça, d'incapables de dire la vérité au président. Quant à Bruno Le Maire, à qui je vais décerner une médaille d'honneur, je vous renvoie à son dernier communiqué qui date d'hier, sur Trump essaye de nous séparer avec l'Allemagne. Donc, si vous voulez, il me fait penser, si vous voulez, à cette adoration que Brasillac, sur la fin, avait pour les uniformes Hugo Boss, cette pensée femelle du collabo, qui va se prendre les roulettes de Schäuble en pleine tronche et qui ne mérite d'ailleurs que ça. Donc, Bruno Le Maire est un être que je méprise au dernier degré. Je dois dire que l'élite française s'est surpassée le jour où on a fait le moule pour ce type-là. Là, j'ai un copain qui prépare un long texte qui se résume par « casser le moule à con ». Je pense que ça devra être mis comme épitaphe pour Bruno Le Maire. Quand on en sera débarrassé, le plus tôt sera le mieux. Donc, Macron, cette fête-là est sa première terrible erreur de communication. Parce que, comme disaient les ménates réactionnaires, qui j'espère d'ailleurs se sentent bien à l'aise maintenant, à commencer par M. de Villiers, qui paraît d'ailleurs est le réac de cour au dîner organisé par Brigitte, qui a priori adore son côté Manon du Roi. Si je termine ménate souverainiste sur les épaules d'Hanouna, flinguez-moi, d'accord ? Promettez-le-moi. Et qui disait, il a quand même réinvesti le décorum, hein, comme disait M. Patrick Buisson. Ben là, je crois que le décorum a pris un sacré coup dans le tarin, si ce n'est pas ailleurs. Je vous le dis franchement. Et d'un côté, vous voyez, la bourgeoisie est incapable de se tenir à une symbolique forte, tout simplement parce que qu'est-ce que le symbole ? Le symbole est le module de leçons millénaires d'un peuple. C'est un module, le symbole. C'est pour ça que ça ne doit pas être surinvesti. C'est pour ça qu'il faut en comprendre le sens. C'est pour ça qu'il faut les incarner et non les surincarner ou les surjouer. Mais pour Macron, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est très simple, l'Élysée, avant c'était à la Pompadour, maintenant c'est à la Brigitte. Hein ? De la Pompadour à la Pompe Afrique. Chacun veut. Très bien. Mais cette bourgeoisie est incapable de comprendre aujourd'hui le pouvoir. Elle est en hémiplégie intellectuelle et morale. Elle est dans une dérive strictement oligarchique, selon un vieux schéma qui est les schémas de Pareto, de Michels, de l'école de la science politique italienne. Bon. Dont ils n'ont même pas les qualités d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas aimé qu'à travers le monde, tout le monde se foute de notre gueule. Vous imaginez ce que c'est pour mes beaux-parents à la frontière thaïlandaise quand ils ont vu ça ? Imaginez quand j'ai reçu « Tu peux nous expliquer ça ?» Alors surtout qu'en termes manif pour tous, ils sont restés à 1960. Donc c'est le choc des cultures, tu vois. Je vous rappelle que Viktor Orban en a fait une campagne d'affichage où vous voyez Macron les fils à gigot et vous le voyez Orban avec ses enfants. Le choc des cultures. Voilà, une élite décadente et qui fessienne les ferments de décadence en se croyant branchés. Alors que finalement, c'est un lupanar triste. Ils ont fait Fiume en chiant. Point barre. Et si vous voulez, c'est vraiment du Philippe Murray. C'est Festivus triste. C'est-à-dire qu'on n'a même pas ce sens d'inversion et de régénération qu'avait la fête au Moyen-Âge. Là, on ne fera même pas de belles ruines. Tu vois, c'est la verticale du pouvoir dans la pissotière. Point. C'est Giscard au backroom. Sincèrement, la pente va être dure pour Jupiter. Alors, est-ce que c'est une chute ou est-ce que c'est un aveu ? L'avenir nous le dira. Deuxième volet des Chroniques de la Soumission, le poète élégiaque Havray, dont vous avez parlé à l'instant, Médine. Médine. Qui va se produire au Bataclan. D'un côté, c'est un grand pas en avant de la liberté d'expression. Comme ça, les préfets auront du mal à interdire un concert de musique Oi à Oradour-sur-Glane. Parce que c'est du même niveau. Alors, au passage, nous sommes tous en train de tomber dans un piège que Médine a mis sur pied il y a déjà 1 an et demi, quand il a composé sa chanson, plus d'1 an et demi, quand il a composé sa chanson Bataclan.
vieille attrape-nigo qui nous vient des surréalistes, c'est-à-dire que l'œuvre d'art abâtardie ne vaut que par la réaction de dégoût qu'elle provoquera. Alors question, comment lutter contre ça ? Déjà, faire ce que nous pouvons pour contacter et relayer les volontés des familles, avant toute chose. Parce que c'est une insulte à nos morts, c'est indiscutable. Mais si certains des nôtres vont, en octobre, charger le guichetier du Bataclan, et si on fait arrêter certains de nos gamins pour ça, pour trouble à l'ordre public, parce que le pouvoir protégera ce petit con, il faut quand même vous le dire. Là, la jurisprudence Esprit Charlie Dieudonné ne jouera pas. J'ai aucune affection pour Dieudonné particulière, croyez-moi bien. Mais on n'aura pas d'annulation préventive par trouble à l'ordre public. Pas cette fois-ci. Donc ce qu'il faut, c'est de voir ce que les familles des victimes entendent faire et traiter Médine comme ce qu'il est, c'est-à-dire un prédicateur. Je rappelle que l'islamisme ne pourra être combattu pas uniquement en combattant sa forme violente, mais en combattant avant tout ses prédicateurs et, disons, ces mouvements dits non violents comme le Tabligh et d'autres qui, disons, créent les cons à la chaîne, et les cons sont l'armée légère des méchants. Parce que c'est chez ceux qui auront des facultés intellectuelles, je ne dis pas mentales, hein, le djihadisme est une idéologie politique, c'est pas une maladie mentale, et à force de le faire traiter par des blouses blanches, on rate le problème. Mais c'est vers les moins intelligents que les mouvements, disons, mystiques comme le Tabligh vont pouvoir donner, disons, les El Cordito, hein, les idiots du village, aux mouvements djihadistes violents. Je vous rappelle par exemple que le nazisme, jusqu'au début des années 30, est un mouvement de prédication, avant de passer à l'action violente. C'est à ce stade-là qu'il faut les arrêter. Il faut traiter des gens comme Médine de cette manière-là. D'ailleurs, certains de nos amis, de nos États alliés, je pense au Maroc ou à quelques autres, seraient tout à fait contents d'avoir à rééduquer ce type de gens. Je vous le dis franchement. La seule chose, c'est que nous devons nous mobiliser sur ce cas, mais nous devons nous mobiliser dans le cadre strict que permettront les familles des victimes. Sinon, la guerre de l'information, nous la perdrons. Et nous la perdrons face à quoi ? Face à quelqu'un qui, de son propre aveu, est une islamo-racaille havraise protégée par le Premier ministre. Hein ? Alors, Médine, Édouard Philippe, Laurent Ruquier, j'ai rien contre la ville du Havre, mais sincèrement, plus de produits d'exportation. Sincèrement. Hein. Belle transition, parce que produit d'exportation oblige, la loi immigration de Macron, c'est le troisième volet des chroniques de la loi immigration de Macron, à la base, elle reprend un dispositif communautaire d'élargissement du regroupement familial. Alors, et là, on a joué à un jeu de manipulation qui est très simple, que d'ailleurs un de mes amis présents dans cette salle m'avait brillamment expliqué sur le cas des intermittents du spectacle il y a quelques années, qui est, on les nationalise à 100% d'abord pour les privatiser à 100% ensuite. Bien là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, pour faire passer une loi laxiste pour une loi dure, on va demander au même type de crétins. Alors, qui vont être les crétins ? Évidemment, l'extrême gauche à tout faire, qui va arriver en parlant de rafle. Tant qu'à faire, hein, rafle. De déportation, hein, tant qu'on est dans le style vert de gris 1939-1945, et qui va dire oui, Colomb est un nazi, alors un nazi un peu sénescent, mais un nazi quand même. Et résultat, l'énarchie de droite va donner ce projet laxiste et migrationniste en pâture à l'électorat de droite de centre-droit bien con. Donc vous voyez, on est des durs, nous on est la droite forte, on n'est pas Wauquiez, la droite demi-molle. Hein, qui lui n'a réussi qu'à faire réémigrer Calvez. Ce qui est déjà ça, hein, vous me direz. Mais non, le problème, c'est que l'Union européenne révise périodiquement une définition toujours plus large du regroupement familial. Autrement dit, on se tape déjà les descendants, maintenant on a les ascendants, et après on va avoir les branches. Donc question,
combien chacun des nouveaux Montaigne, nouveau La Boétie, prix Nobel de physique et médecin de précision et docteur en robotique qui débarquent chaque jour dans l'espace Schengen, combien chacun d'entre eux pourra faire venir d'ici quelques mois ou quelques années via le droit communautaire? Au minimum 2 à 3 personnes, chacun. Disons que ça va être folklorique. Plus récemment dans l'actualité, il y a aussi l'évasion de Redouane Faïd, le braqueur assez célèbre. Assassin. Pas braqueur, il est assassin. Il a flingué une policière municipale. C'est pas un braqueur. Parce que braqueur, tout de suite, on pense Mesrine. Bon, Mesrine a tabassé un mec de minutes, mais bon, qui n'a pas... Vous savez, vous connaissez cette fameuse vanne, qui à 50 ans n'a pas tabassé un mec de minutes, a raté sa vie. Mais mis à part ça, on pense Mesrine. Alors Mesrine, il aurait tué quelqu'un au Canada dans son vrai CV criminel. Mais ça encore, il n'a pas été condamné pour ça, donc il le sera jamais. Donc, pour nous, braqueur renvoie quelque chose de relativement romantique parce que c'est s'attaquer à la banque. Alors que... Oui, maintenant on a Robin des Riches aussi, donc c'est déjà pas mal. Mais il a tué une jeune policière municipale qui avait un enfant. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est indirect. C'est quelqu'un de sa bande en fait. Il est le cerveau de lui. D'un point de vue juridique, il était Irak. Il s'est évadé. Et en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il se cache le fait que, quoi qu'on en pense, les legs du taubirisme, qui amplifient 40 ans de désertion pénale, font que nos prisons ne sont pas assez sécurisées, avant tout parce que les personnels n'y sont pas en sécurité. L'avocat de Montbrial, qui tient un organisme d'études sur l'autodéfense, a fait état que, rien que depuis le début du mois de juin, 4 officiers de police ou de pénitentiaire ont été agressés chez eux, devant leur famille, par des racailles. On n'est jamais que le 9 juillet. Donc une partie du lumpenprolétariat a décidé de s'attaquer directement à nos forces de défense intérieure. Le cas de ce... Comment il s'appelle, ce poète incompris, là, Redouane quoi? Redouane Faïd. Ah, très bien. Un berrichon de surcroît, en plus. La chance. Aucun pays, même aucune démocratie ne supporterait ça. Je le dis sincèrement, si vous défiez des organismes pénitentiaires lourds, je pense à la pénitentiaire américaine particulièrement, il est tout à fait possible que vous ne soyez pas remis en cellule parce que l'arrestation pourrait mal se passer. Et en plus, je crois qu'il a été soutenu par... Béatrice Dalle. Oui, donc c'est l'ancienne épouse de Joe Starr, oui, donc un casier psychiatrique chargé. Donc. Très excitée par les jeunes voyous. Oui, je crois qu'elle avait épousé un violeur, je crois, après Joe Starr. C'est un cœur d'artichaut, que voulez-vous? Mais là, on est en pleine collaboration lumpen élite dégénérée. D'un certain côté, certains de nos juristes devraient y penser, l'élargissement de la notion de complicité. Je m'explique. Quand vous excitez quelqu'un, il y a un très beau film sur la notion de provocation à l'infraction, qui est le film Les Accusés, avec Jodie Foster, qui est un film très dur sur le viol, peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Où, ce qui est une histoire vraie, 3 hommes sont, pour avoir encouragé un viol, pour ne pas y avoir participé, pour l'avoir encouragé, sont condamnés, et ça a été une avancée de la jurisprudence américaine. Je pense qu'une partie de l'élite dégénérée française, quand elle encourage délibérément ce type d'acte, il n'y a pas de raison qu'elle ne le paye pas. D'ailleurs, ça relancerait la carrière c'est qui au fait? Béatrice Dalle, ah oui, prétendue. Ah oui, bon, voilà, une actrice du cinéma français actuel, quoi. Bon, très bien. Donc, mais derrière ça, vous avez un ensauvagement. C'est ça qui est beaucoup plus grave. C'est qu'aujourd'hui, vous avez
Nos prisons sont devenues, par manque d'investissement, par manque de sécurisation pour les personnels, des passoires, c'est-à-dire qu'on laisse entrer du matériel de communication. D'ailleurs, de toute façon, bientôt, ils auront un téléphone dans les cellules. Mais ça a été filmé par plusieurs détenus. Voilà, ils ont du matériel de communication. On laisse entrer la drogue, on laisse entrer des armes par destination. Les personnels le font non par corruption, mais par peur. Ce qui est normal, leur hiérarchie ne les suivra pas. Moralité, je voyais il n'y a pas longtemps les conditions d'incarcération de Choco Asahara, le gourou de la secte Home, sur lequel j'avais beaucoup travaillé quand j'étais plus petit, qui viendrait être exécuté bon débarras. Quand on voit ce qu'un pays totalement démocratique comme le Japon est arrivé à faire de ses prisons, je pense qu'un tour de vis va devoir s'imposer plus, et ça je l'avais détaillé dans une vidéo précédente, un programme d'investissement carcéral lourd. Parce qu'on ne peut plus reculer ad vitam aeternam la construction de nouvelles prisons, ou, c'est une hypothèse qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un référendum, la relégation. Je ne parle même pas encore d'une autre hypothèse plus rigoriste encore, mais qui, à mon avis, s'il y a un référendum d'initiative populaire en France un jour, on n'y coupera pas. Et eux non plus. Vous savez ce que je veux dire. Autre sujet, un petit peu dans le même état d'esprit, à Nantes, il y a eu la mort d'Aboubacar Fofana dans le quartier du Braille-Malville, donc 22 ans, originaire de Garges-les-Gonesse, qui a été abattu par un policier dans des circonstances que l'enquête doit déterminer. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est le climat actuel. Je crois que le personnage avait une formation diplômante en termes de lumpenprolétariat tout à fait intéressante. Il était recherché pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs et autres joyeusetés. Ah bah, ça vaut quand même un bon bac pro. Mais donc il était sous un mandat quelconque, mandat d'amener ou autre. Mandat de recherche. Des mandats de recherche. Bon. Il refus d'obtempérer, délit de fuite. Bon, ensuite, c'est à l'IGPN de voir ce qui s'est passé. La seule chose. Aujourd'hui, on va être très clair. Lui vient, ça s'est vu d'ailleurs, d'un quartier assez fermé. Ça s'est vu lors de la manifestation. Pour tout le monde, c'était un ange. Bon, très bien. On a les angelots qu'on peut. Selon le monde, oui. Oui, mais le monde est allé chercher la parole du lumpen, parce que là encore, on est dans la même chose. On est dans l'élite dégénérée qui fait appel, par la virilité qui lui manque, à la virilité d'appoint qui est celle du lumpen prolétariat et du crime. Pour reprendre la formule napoléonienne, c'est le vice sur le bras du crime. Hein. Quand le monde dit du bien de la racaille, c'est le vice sur le bras du crime. Bon. Hein, comme vous le savez, hein, puis tout chômeur. Bon. Et au monde, ça travaille. Bon. Donc, Montbrial le soulignait, ça. On est face à des communautés fermées, et aujourd'hui, même les contacts avec l'extérieur, même avec l'État français, je ne parle pas de la CAF, hein, se font de plus en plus rares. Donc, et ça, c'est pas des populations, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est des populations qui, elles, sont travaillées par le crime plus que par des dérives idéologiques ou sectaires. Je vais vous donner un exemple. Le fil de délation, parce que c'est de la délation, pour la radicalisation islamique a très bien marché dans les quartiers. C'est-à-dire que des mères et des pères de famille qui détestent la police ont appelé les flics en masse pour éviter que leurs gamins passent à l'acte. Les taux d'arrestation et de placement, on peut déjuger le fait que ça passe par la psychiatrie. Entièrement d'accord. Nous, dans le numéro sur la virilité, mon camarade Léo, médecin psychiatre, a fait un très long article sur ce cas, sur l'échec des procédures de déradicalisation. Toutefois, dans ces quartiers-là et face à ce problème-là, la procédure de délation a marché. Le problème, c'est que là, nous ne sommes pas face à une dérive sectaire. Nous sommes face à la gestion par les bandes et par l'économie souterraine de ces quartiers. Et que fait l'économie souterraine? C'est une économie redistributive. À 11 ans, on donne de l'argent aux petits pour qu'ils le donnent aux parents, c'est les choufs. Et ensuite, ils font une carrière plus ou moins grande dans la sociologie criminelle. Bon, très bien. Alors vous me direz comment vider ces quartiers? Je vous dirais, premièrement, sans faire d'obsession sur le thème,
par la politique par une politique d'immigration réellement, si vous voulez, qui a vraiment pour but d'assécher, si vous voulez, les zones qui sont des zones d'extraterritorialité. Je m'explique. Comme vous l'avez vu, on a failli refoutre dans l'avion un couple de Japonais qui arrivaient à créer de la richesse, à créer de l'emploi, des parfaits candidats assimilés, peu importe, un fonctionnaire bien con qui voulait faire du chiffre pour faire plaisir à son préfet, a fait que. Bon, très bien. Aussi parce que c'est des Asiatiques, ça va pas gueuler, ils viennent d'un pays qui va pas gueuler, etc. Bon, je dis pas qu'il y a des pays qui gueulent plus que d'autres, mais il y a quand même certains pays, enfin bon. Et c'est drôle parce qu'en plus, ce sont des pays qui ont la nationalité perpétuelle, ce qui est le cas de la Turquie, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie. Autrement dit, vous ne faites pas d'apatridie, vous ne créez pas d'apatrides quand vous leur enlevez la nationalité française, et qu'ils ne peuvent pas perdre la leur, même par volonté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, il faut assécher en éliminant ceux qui sont définitivement perdus pour la cause, c'est-à-dire les grosso modo 5 à 7 000 hommes qui forment les groupes ce ne sont pas des gangs au sens américain ou latino-américain du terme, mais qui forment les bandes violentes. Ensuite, c'est eux qui tiennent l'économie parallèle. Ensuite, vous devez expulser ceux qui en profitent, ce qui va parfois jusqu'à, dans certaines barres d'immeubles, jusqu'à 80% du cheptel. Quand vous le pouvez, et c'est-à-dire ceux qui ne sont assimilés soit pas à nos lois, soit pas à notre économie, c'est-à-dire qui ne créent même pas de richesse. Une fois que vous avez asséché ces trois bassins-là, il y a déjà du monde de reparti quand même. On n'est pas obligé d'entrer dans le délire et dans le... Et ça, c'est assez simple. C'est très simple. L'atteinte à nos lois, c'est les condamnations et les fichiers de police. Ça existe déjà. L'atteinte à nos mœurs, c'est pas compliqué. Il suffit de se renseigner, entre autres, dans les écoles. Est-ce que tel ou tel parent est venu exiger, parce qu'on ne demande pas dans ces cas-là, on exige, que l'école soit normalisée de tel ou tel type de menu, de telle ou telle absence par exemple, de référence à certains événements dans l'année, Noël ou d'autres. L'atteinte aux mœurs, c'est très facile de s'en rendre compte. Il y en a plein la presse locale. Quant à l'atteinte à l'économie, c'est très simple. Objectivement, même si la fraude sociale, il faut le reconnaître, n'est pas la fraude la plus importante en France de loin, elle n'est pas très difficile à déceler non plus. La seule chose, c'est que parfois, elle porte sur des mouvements suffisamment modiques pour ne pas justifier son propre recouvrement. Bon. Il n'y a que comme ça, et donc par la fin de ce qu'on appelle la politique de la ville, qui est avant tout d'arroser, disons, les représentants des cités, c'est-à-dire les grands frères dans les années 80, l'imam aujourd'hui, pour avoir la paix. Ça ne fera que retarder des explosions qui seront des explosions violentes. Pourquoi ? Parce que les armes étaient sous le contrôle des bandes dans les années 80-90 dans les banlieues, parce que c'était la garantie de pouvoir, disons, protéger le trafic de hache. Ces armes se multipliant, beaucoup vont s'égarer dans les mains de bandes beaucoup plus excitées, beaucoup plus jeunes. Et c'est là où on aura un drame. Je vous rappelle qu'à Nantes, un CRS a pris une balle de 22 long rifle au casque. Il n'avait pas de casque, il prenait une balle dans la tête. Voilà. Malheureusement, Oberton n'avait pas tort. Voilà. Pour ceux qui étaient là lorsqu'il a présenté Guérilla, il n'avait peut-être pas tort. Ensuite, l'État français ne va pas s'effondrer en 3 jours sous les coups de la racaille comme dans Guérilla. Par contre, une partie de l'élite française peut s'effondrer psychologiquement en 3 jours sous les coups de la racaille. Oui. Si vous voulez, opposer à des bandes avec des machettes, les filets à gigot, la rencontre des cultures va être courte mais intense. Je le sens. La garde prétorienne du chanoine se prépare. On va finir avec une double séquence un petit peu plus détente, entre guillemets. Un internaute qui vous pose la question, est-ce que vous avez vu l'altercation récente, on n'est pas couché, entre Jean-Claude Van Damme et Marlène Schiappa ? Premièrement,
Ça nous permettra aussi de faire un point sur le fait qu'elle s'était fait recadrer récemment par son père, qui est sur la question du marxisme, son père qui est historien. On va faire une petite aparté là-dessus. Je pense que malheureusement, et ça c'est horrible parce qu'on voit, il y a deux manières d'être féministe. Soit il y a la manière gaulienne, c'est-à-dire de vouloir un féminisme de complémentarité et non un féminisme de substitution. Parce qu'un féminisme de substitution, comme disait Françoise Giroud, ça voudra dire un jour de promouvoir des femmes idiotes, comme on a promu des hommes idiots en politique. Marlène Schiappa, vous avez jolie et idiote, gourde. Bon. Et encore, c'est subjectif. Non mais... Le débat. Demi-gourde. Bon. Donc, non mais, est-ce que vous voyez l'écart entre ça et Marie-France Garot? Marie-France Garot est une grande femme politique. Elle était jolie. Elle était jeune, elle était très jolie. Chirac s'y est pas trompé parce qu'il avait Tromblon de Courcelles. Elle était tentante, hein, ça va. C'est la dernière de l'année, vous allez me pardonner ça quand même. Donc, non mais, vous voyez, c'est ça. Le féminisme de substitution, c'est de créer par exemple des postes qui ne servent à rien pour y mettre des femmes exprès en disant on met des femmes. Le féminisme de complémentarité, ce que De Gaulle a toujours voulu, il y a le bouquin de Gérard Bardy là, qui vient de sortir sur De Gaulle et les femmes. Je vous conseille au moins de lire la deuxième partie. La première, ce sont les portraits des femmes de la vie du général. La seconde, c'est tout ce que De Gaulle a fait aux femmes. C'est l'homme, en tout cas au XXe siècle, qui a fait le plus pour la condition féminine, mais qui a fait dans le sérieux. Le droit de vote, l'autonomie financière, etc. Qui n'a pas fait dans... elle lui a dit quoi, Vandamme? Vous vous rendez compte, on en est à défendre Vandamme? Non mais, est-ce que vous vous rendez compte que... Non mais, est-ce que vous vous rendez compte, avant, on faisait venir Vandamme parce que Vandamme, ça n'avait pas de sens. Maintenant, on essaye de défendre le sens de Vandamme. Non mais, est-ce que vous voyez que là, on enfonce... Au-delà du réel, l'aventure continue, quoi. Non, mais, on en est à défendre Vandamme face à Schiappa. Non mais, et même Moix n'a pas dit que des conneries. Donc on était vraiment dans la troisième dimension. Il était concerné par le sujet. Oui, mais Moix est un peu concerné, oui, par l'objectivation de la femme-objet. Oui, il y a 2-3 trucs à savoir, en effet. Mais c'est pas Angot, hein, je vous le dis tout de suite. Non, le personnage est atteint, mais pas à ce point-là. Hein. Non, il n'a pas touché à Angot. D'ailleurs, personne ne touche Angot, donc voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie de m'avoir dit ça. Je l'ignorais jusque-là et je l'aurais bien ignoré jusqu'à la fin de ma vie sans vous en vouloir. Donc merci. Donc, non mais, objectivement, est-ce qu'on se rend compte que la condition féminine réelle en France est en train de s'effondrer? Elle s'effondre socialement, parce que la précarité de l'emploi, c'est les femmes d'abord. Les parents célibataires, c'est les femmes d'abord. Et à chaque avancée du droit communautaire, je vous rappelle par exemple que l'Union européenne avait remis au nom de l'égalité le travail de nuit pour les femmes, hein, n'est-ce pas, hein, grande avancée sociale s'il en fut. Hein, non, c'était pas Juncker, non, on ne peut pas tout lui foutre dans le verre. On peut pas. Non. C'était avant lui. C'était en l'an X avant Juncker. Donc, et aussi parce que ce sont les femmes qui sont parmi les premières victimes de l'insécurité et de l'immigration. Bon, on parle d'un pays où il y a 200 attouchements violents et viols par jour déclarés en France. Et pendant ce temps-là, on en est à est-ce que Vandamme doit être mis en demeure par le CSA? Non mais vous imaginez, heureusement il n'y aura pas d'historien dans un siècle, je vous le dis tout de suite, si ça continue comme ça, heureusement d'ailleurs. Parce que étude des mentalités françaises, 1990, 2100, à travers le cas Vandamme. Vous vous rendez compte du truc? Non mais, et c'est là où quand j'ai vu ça, j'ai eu encore plus de considération pour le pauvre papa de Marlène Schiappa, qui est en plus un ancien Lambert, ce qui me rend assez sympathique. Et qui en plus est un très bon historien. Je vous renvoie à ses vidéos sur la Révolution française et l'Union européenne particulièrement. Et qui a dû la recadrer. Ça doit être horrible pour un cœur de père de se dire voilà, j'ai enfanté ça. C'est comme Serge Moscovici, le grand Serge Moscovici, quand il a vu son fils
qui aujourd'hui est candidat à la succession de Juncker. Hein. Enfin, en réalité, il est candidat à sa propre succession en tant que commissaire parce qu'il n'a pas l'ombre d'une chance. Mais bon, le fric, c'est ce qui lui va, quand même ce qui lui va le mieux. C'est comme le pauvre Serge Moscovici qui était tellement honteux de voir son fils insulter Jacques Sapir devant 10 millions de personnes que ça là. Non, mais vous imaginez ce que c'est de. C'est vrai, d'un côté, c'est un vieux thème de roman. Hein, c'est un peu le père Goriot, un peu tout ça. Voilà, la trahison par les enfants, mais à ce point-là. Non, c'est un homme pour qui j'ai de la considération, qu'il ait dû la recadrer. Et le pire, comment s'est-elle défendue de son inculture crasse parce que ces gens-là sont fiers d'être cons, c'est ça le problème. Oui, c'est du machisme. Elle n'est pas allée chercher bien loin. Elle pourrait dire du machisme et du paternalisme. Mais aussi, par ailleurs, ouais, mais on va aller encore plus loin. Non, mais patriarcat, mais on va aller encore plus loin. Vous inquiétez pas. L'avantage du totalitarisme de l'individu, c'est qu'on va aller encore plus loin dans la connerie. Parce que, là, par exemple, la marche des fiertés, vous ne trouvez pas que c'est une discrimination pour les LGBT à roulettes ? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est validiste. Bon, donc c'est réactionnaire, donc c'est fasciste, donc... Non, mais je vous laisse aller tout seul jusqu'à Nuremberg, quoi. Donc, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas en collectionnant des individualités souffrantes, j'ai pas dit pathologiques, etc., il y a toujours eu des gens qui étaient dans la marge. Les sociétés ne les ont ni persécutés plus que ça, ni combattus plus que ça. Si vous voulez, vous lisez... moi, je suis fou des écrits de l'ancien Japon. Quand vous lisez les trucs sur l'ancien Japon, vous voyez qu'il y avait des hommes habillés en femmes, etc., que ça faisait partie d'un certain type de mœurs, mais qui ne devait pas toucher à la capacité de la société, à la perpétuation de son être. Or, le problème, c'est que c'est ça qu'on est en train d'attaquer. C'est pas une question de droit des minorités. La France n'a jamais été un pays d'inspecteurs de braguettes. L'un de nos plus grands rois, Louis XIII, en était, hein, certainement, d'après la plupart de ses biographes. Ça n'a jamais empêché de dormir qui que ce soit. C'est comme la question de la race en France. Quand Gaston Monnerville était le 3e personnage de l'État, les Français ne se levaient pas en le disant le matin. Pendant ce temps-là, les Noirs ne prenaient pas un bus aux États-Unis avec les Blancs. Il faut quand même se revoir ce que c'est la France. Or, ça ne va même pas aller vers la guerre de tous contre tous, ça va aller vers l'effondrement psychologique généralisé. Parce que les minorités ne vont pas s'entretuer. Vous voyez bien qu'anthropologiquement, pour faire une guerre, ils ne vont pas tenir. Vous voyez bien. Non, mais le problème, c'est que c'est la société elle-même qui va en crever. Et d'un côté, il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est parce que le camp du bien est enfoncé à l'échelle internationale qu'il va se radicaliser. La dictature n'est plus très loin. Ça commence gentiment. Regardez ce qui est arrivé à TV Liberté. Regardez ce qui est arrivé à RT. Pendant une émission, vous n'avez pas donné la parole à quelqu'un qui combat Bachar al-Assad. Autrement dit, moi, je fais fermer le JT de France 2. Je fais arrêter Filiu. Il dit que Assad tue les enfants, machin, etc. Il y a d'ailleurs des raisons bien perso de le dire, mais ça, on verra ça pendant les questions si vous voulez bien. Mais ils n'ont pas, il faut bien se rendre compte que la plupart, particulièrement de la technostructure, qui est d'ailleurs une technostructure de droite, et pour beaucoup villepiniste, qui est autour d'Emmanuel Macron, lui recommande de mettre un coup de verrou que de toute façon l'Union européenne lui demande, donc il va le faire. Pourquoi ? Parce que pour toute une partie de cette élite française, la volonté d'ouverture du débat, qui a été une volonté permise à France Télévisions, c'était les années Zemmour sur France 2, avait été encouragée par Nicolas Sarkozy qui voulait mettre de l'huile sur les plaies françaises. Et qui pensait, à juste titre, qu'en libérant la parole, il allait pouvoir surfer dessus pour capter l'électorat de Le Pen, ce qui, techniquement, a fonctionné. La fameuse ligne Buisson, qui est de donner les classes populaires aux groupes sociologiques de droite, c'est-à-dire à la bourgeoisie libérale. Très clair. Bon. Beaucoup d'anciens conseillers, particulièrement de Dominique de Villepin, présents dans l'entourage d'Emmanuel Macron, veulent refermer cette parenthèse. C'est les lois fake news, c'est tout ça évidemment encouragé par l'Union européenne et derrière, puisque je vous rappelle que fake news, ça ne vient pas, l'Union européenne l'a repris directement des laboratoires de l'OTAN. D'ailleurs, la fameuse Académie du journalisme de l'OTAN qui est dans les États baltes, hein. Pourquoi d'ailleurs dans les États baltes ? C'est une bonne question. Hein, quelque chose doit les attirer par là.
Donc, il faut bien comprendre que on va avoir une période en termes de liberté publique qui va être très dure, qui peut être relativement courte, mais qui va être très dure. Et c'est Et si vous voulez, ces pétages de plomb qui aujourd'hui deviennent quasiment quotidiens médiatiquement sont, disons, le signe visible de la purge que le camp du bien est en train de préparer. Je ne dis pas que tous y participent, bien sûr. Vous imaginez bien que Angot participe à rien. Vous voulez, quand on fait la guerre, on n'envoie pas les P4 même en première ligne. Alors elle est P4, hein, tout de suite. C'est au cas où vous ne l'auriez pas vu. Mais, si vous voulez, je pense que nous arrivons au moment... Rappelez-vous, il y a 3 ans avec Pierre Jovanovic, j'avais dit le grand gouvernement central. On l'a, on avait demandé l'étape d'après. Je pense que c'est une sorte de despotisme éclairé, dit éclairé. Parce que si au début Macron avait tous les boulons mais il y avait du jeu, là il commence à perdre des pièces quand même. Donc éclairé peut-être pas tant que ça, mais en tout cas fait de toute la cléricature européiste française. Entre le centre droit et le centre gauche. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Mais rappelez-vous que tous les régimes de bourgeoisie réunifiés que nous avons eus, 4e République, Vichy d'une certaine manière, Thiers, Louis-Philippe, à chaque fois que la bourgeoisie a été réunifiée en France, ça s'est mal terminé pour la France, avant tout. Donc le mur est peut-être plus très très loin. Il y a une dernière question, on descend un peu plus encore dans les limbes avec Arnaud Gauthier et Fayas, je ne sais pas si je prononce bien, je peux peut-être me faire attaquer. C'est qui, ça ? Administrateur de l'inter-LGBT qui a fait un buzz récent sur les réseaux, tu sais, après son passage dans l'émission Arrêt sur Image où il expliquait qu'il n'était ni un homme ni blanc. Et face à un Daniel Schneiderman partagé entre le désarroi et la pitié, semble-t-il. Voilà, là on est en bout de piste. Là. Alors, tu sais, dans Sic Transit Gloria Mundi, ainsi passe la gloire du monde, là le problème c'est le terme gloire, parce que je pense que même les ruines, on va arriver à les saloper. Là. Non mais par contre, au-delà du gag, là encore, ce n'est absolument pas un jugement si vous voulez, qui a pour but de normaliser un contrôle social. Que les gens vivent comme ils veulent. Si vous voulez, la société française n'a jamais été une société de flicage, surtout pas à ce niveau-là. Il y a des peuples, par exemple, il y a certains peuples qui ont de vrais problèmes de braguette, ça c'est indiscutable, ça n'a jamais été notre cas. Par contre, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la seule identité qui peut inclure toutes les autres identités, même venimeuses, c'est l'identité nationale. Et que si celle-là n'est pas relevée, ça va être l'effondrement psychologique généralisé et les restes se foutront sur la gueule. C'est pour ça que moi je ne crois pas à la grande guerre ethnique que Renaud Camus voit depuis son château, et à laquelle je ne suis pas totalement sûr qu'il participera. Mais moi je ne vois absolument pas ça. Je vois une sorte de dinguerie généralisée que les réseaux, que les réseaux criminels vont acter comme une sorte de brésilianisation du pays. Pourquoi ? Parce que la seule identité... Gilles Delannoy, dont j'attendais pas ça, parce que théoriquement c'était le droit de l'homiste qui écrivait derrière Taguieff, a écrit un bouquin qui m'a surpris venant de lui, qui est La nation contre le nationalisme. Le terme est mauvais, peu importe, le titre est à chier, mais c'est pas grave. On va mettre ça sur le dos de son éditeur. M'en fous, je suis éditeur, donc prendre les conneries de mes auteurs, je sais ce que c'est. Quand il dit que la seule identité, alors il utilise le terme inclusif, qui est un terme qui ne veut rien dire, preuve que quand même maintenant même les diplômés sont en train de... Todd a raison, hein, la classe diplômée est en train de s'effondrer à vitesse grand V, mais la seule identité qui peut porter toutes les autres identités blessées, ou parfois même antagonistes ou venimeuses, c'est l'identité nationale. Puisque c'est la seule qui permet d'élever l'individu au rang de personne, comme de personne au sens quasiment romain du terme, et de lui permettre une individualité réelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un totalitarisme de l'individu où il n'y a quasiment plus d'individu, où il y a une sorte de pâte malléable, et qui donne ces désarrois identitaires en série,
qui vont de « je ne suis pas un homme, je ne suis pas blanc, je suis à moitié libanais ». Les Libanais apprécieront. Mais vous voyez, c'est même pas le fait racial. C'est « je ne suis pas blanc, je ne suis pas libanais, je suis à moitié libanais ». Ça veut dire quoi ? Si vous voulez, il y a une pensée qui est derrière. C'est pas le terme blanc physique qui est attaqué. Ça veut dire quoi ? C'est la France qui est attaquée, parce qu'il dit « je suis à moitié libanais ». Libanais, c'est une nationalité jusqu'à preuve du contraire. C'est une culture. C'est pas un type ethnique, libanais. Je crois qu'il mélange un peu tout, d'une certaine manière. Ah oui, c'est je pense que dans la confusion, on est en train de créer, tu sais, ces individus terminaux, les individus youmiens, c'est-à-dire ces individus qui n'ont pas de mémoire, pas d'enracinement, qui ne sont que ruses. La nouvelle école lacanienne, à travers les Danny Robert Dufour, les Charles Melman, les voit arriver à échelle industrielle. C'est-à-dire, ce sont des bombes ambulantes. Même pour eux. C'est pas ça le problème. Même pour eux. Et ça, si tu veux, qu'on le veuille ou pas, c'est par l'identité collective qu'ils ne peuvent que s'en sortir. Sinon, le pays entier va devenir un asile d'aliénés. C'est certain, ça. Bon, écoutez, on a fini avec la partie politique intérieure. On va passer aux questions dans la salle. Non oui, on prend une. Monsieur. Oui, vous. On a vu cette année qu'il y avait beaucoup de lumière sur les étudiants, notamment avec le monde gauche et avec la plupart des étudiants qui a répondu. À partir de la rentrée, il va y avoir la recréation du cercle Jacques Marville de l'Action française. Quelle est la place des étudiants dans le combat national ? Premièrement, alors, vous devez suffisamment vous former pour ne pas refaire les bêtises de vos aînés. Mais d'ailleurs, moi je suis extrêmement impressionné par les cercles étudiants qui m'invitent. Extrêmement impressionné. Parce qu'à une époque, on en parlait, un jour Bernard Lugan était venu faire une conférence ici. Donc Bernard Lugan est un homme que j'admire pour ses écrits sur l'Afrique, mais dès qu'il commence à parler de la droite, je ferme les écoutilles. Parce qu'il a quand même écrit un bouquin sur la droite et 68, qui est une histoire de sa propre baramine, c'est-à-dire, là le gauchiste paf, et le gauchiste là. Est-ce que vous voyez qu'à une époque, des hommes politiques vous ont envoyé, et ça je peux vous le dire, m'ont envoyé aussi, moi. Moi je fais partie de la dernière génération d'abrutis qui a été se foutre sur la gueule avec... Alors moi en plus, j'ai même pas eu la chance d'être envoyé contre les gauchistes, j'ai été envoyé contre les miens. Par un sympathique ancien conseiller de Philippe de Villiers que j'ai servi longtemps. Je pense qu'un ou deux amis dans la salle voient qui c'est. Et est-ce que vous vous rendez compte que nous sortons d'un cycle de grands casseurs de militants qui ont été Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers et quelques autres. Déjà, vous devez avant tout apprendre ce qu'est un réseau. Vous devez apprendre déjà à vous apprécier entre vous. Parce que le pouvoir va se raidir et va se raidir sur vos tronches. Déjà et d'une. Deux, vous devez acquérir dans la société un pouvoir. Vous ne devez pas être des militants plan-plan. La moyenne de vie d'un tract dans les mains de quelqu'un, c'est 40 secondes, le temps d'arriver à la poubelle suivante. La moyenne de vie d'une affiche collée sur un mur, c'est 1 heure. 3 heures si vous la collez en pleine nuit. Pour le plaisir des chiens errants. Ou des rats dans Paris, parce que on va quand même pouvoir recruter pas mal de rats, a priori. Vous voyez, donc d'un certain côté, études, réseau et, disons, alternative intelligente. Donner un exemple tout con. Au lieu de faire des manifs casse-gueule qui ne servent qu'à vous faire ficher par les flics, faites des AMAP, faites des dossiers. Prenez un exemple, vous voulez aller vous coltiner vis-à-vis par exemple de la question de l'immigration. Allez emmerder les camps de migrants intelligemment. Faites des dossiers juridiques, il y a des tas de manières d'emmerder les associations de la pleurniche. Sans pour autant envoyer des gamins au casse-pipe parce qu'à la seconde où vous avez, parce que vous, on ne vous le pardonnera pas, un casier judiciaire, on vous emmerdera. Regardez-moi. Moi, pour des rumeurs, on m'emmerde depuis 10 ans. Pour des rumeurs. Par une nuit sans lune, derrière un trou au fond d'un puits, il aurait pu voir un tel qui, par la sœur du chat de son beau-frère, aurait vu un mec d'extrême droite. Ça fait 10 ans qu'on m'emmerde avec ça. 10 ans.
Donc d'un côté, faites une phalange. Et surtout, sachez, entre vous, diviser ceux qui font ça par psychanalyse, parce que beaucoup de gens font de la politique en France parce que la psychanalyse coûte trop cher. Et ceux qui font ça pour la cause. Et n'oubliez pas une chose, le parti se renforce en s'épurant. Donc d'un côté, sachez purger. Vas-y, et c'est la dernière, on enchaîne, vas-y. Ben oui, en 2012, à peine élu... Question, pas de plaidoyer pro-domo, oui, camarade. Oui, je sais. À peine élu, Hollande a très vite morcelé dans les sondages, alors que Macron, apparemment, il tient plus ou moins. Là, ça y est, là, ça dévisse. Oui, en Ah, il commence déjà, oui. Ah ouais, là. Est-ce qu'on risque de reprendre pour 50 Macron à la prochaine élection? Alors, très simple. Très simple. Je répondrai avec pour l'instant, il nous a totalement atomisés. C'est-à-dire que virtuellement, à l'instant T, il est réélu. Nos chefs en répondront à un moment ou à un autre. Parce que si vous voulez, notre bloc idéologique, est toujours aussi fort. Faut que les Français, c'est pas que les Français nous aiment, faut que les Français aiment leur pays quelque part, hein, pour résister à notre terrible nullité. Et 2, les Français, et c'est encore plus encourageant, les classes européistes sont celles, alors ça va pas plaire à Renaud Camus, mais avant le grand remplacement, il y a le grand enterrement. Et ben, c'est les classes européistes qui sont en train d'être mises en terre, là. Donc d'un certain côté, par exemple, prenez l'idée d'Europe, dans ma génération, c'est une idée politiquement ruinée. Ruinée. Donc, il y a des tas de raisons d'être optimiste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous refusons. On est monté jusqu'à 42% avant le débat avec ce que certains appellent une chèvre. Je laisse ce jugement est de Jean-Marie Le Pen lui-même. Hein. Donc, je laisse ça, c'est des affaires familiales qui ne me regardent pas. Nous sommes montés jusque-là sans état-major solide, sans formation doctrinale solide, sans relais dans la société, en ayant psalmodié uniquement notre discours de manière fermée, sans aller au contact du peuple. On est monté jusqu'à 42 avant... Ils sont là. Bon, ça nous a fait perdre, c'est simple. Là, pour le coup, pour une fois, je suis d'accord avec le Galou. Il dit 7 points, on a à peu près tous fait le même calcul. C'est-à-dire, un point, c'est 200 000 voix, donc c'est simple, elle a perdu 20 000 voix à la minute. Un record. Donc, la seule chose, c'est de préparer au moins les réseaux, parce qu'un chef, ça ne se décrète pas, ça se sécrète. Il n'est pas là, ou elle n'est pas là. La seule chose, c'est que je n'ai jamais vu mon camp aussi atomisé. Moi, c'est pour ça que dès la rentrée, nous, on va lancer des groupes de travail. Hein. Moi, je suis catastrophé que nos chefs aient laissé ça à des organisations de société civile aussi faibles que les miens. Je suis catastrophé de ça. Parce que la charge de la plupart des miens, c'est d'essayer de faire leur vie, de trouver femme et enfants, de devenir docteur pour avoir une reconnaissance universitaire et d'essayer d'avoir un boulot stable. Et on va leur foutre ça sur le dos en plus parce que tout le monde a déserté, même dans nos rangs. Donc oui, pour l'instant, il est réélu. Faut se mettre ça dans la tête. Il est réélu par le vide. Plus personne ne peut le sentir. Tout le monde voit qu'il a quand même la lumière qui est quand même... Pas dans toutes les pièces. Enfin, il y a quand même un problème chez Pépère. Hein, enfin, si tu veux, voilà. Ça s'est bien vu à l'étranger, quoi. Quand ils ont vu l'affaire Gassama, tu sais, qui est comme Macron d'ailleurs, finalement un grimpeur de vieilles bâtisses. Est-ce que tu te rends compte que ce jeune homme qui a été rappelé, le seul homme qui a été digne dans cette affaire, c'était le président du Mali, qui a dit « Il est très bien, il est athlétique, ça fait 5 ans qu'il a déserté, je le veux dans mon armée ». Et nous, on a dit non, il va être citoyen d'honneur de la ville de Paris avec la fameuse clé de la ville qui maintenant est en forme de rat. Aux couleurs LGBT remises par Hidalgo. Non, mais... Et, je suis désolé, non, mais sincèrement,
Enfin, si la France doit finir, au moins que ce soit par quelque chose de beau, un holocauste nucléaire, quelque chose, mais pas par les rats et Hidalgo, quoi. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Donc, pour l'instant, oui, il est réélu. Nos états-majors en répondront. Si vous voulez que je vous dise.